Merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure du décryptage. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. On va parler de ces bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis quelques jours sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine. Nous sommes dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Face à l'escalade du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky compte demander à ses alliés occidentaux une aide accrue. D'ailleurs, il a déjà demandé l'aide. Mamadou, votre regard sur ce qui se passe actuellement, disons, ces 2 ou 3 jours en Ukraine? D'un point de vue factuel, tout le monde se dit que c'est la réponse au sabotage du pont que le président Poutine avait inauguré en grande pompe. Mais vous avez des gens qui doutent, qui se posent des questions. Est-ce que véritablement ce camion chargé d'explosifs a pu quitter l'Ukraine, traverser tout cet espace et arriver là-bas? Certains même s'interrogent, est-ce que ce n'est pas une stratégie militaire d'avoir créé ce sabotage au niveau du pont pour se donner le droit de faire ces frappes qui, quand on les voit, n'ont rien de militaire, puisqu'on cible des structures qui sont des structures de production d'électricité, etc. Alors que tout le monde sait que même en Europe, là où il n'y a pas la guerre, les gens se demandent comment ils vont passer l'hiver surtout, puisque avec la pénurie éventuelle ou bien l'insuffisance de l'énergie, que ce soit le gaz ou que ce soit du pétrole, les gens sont en train de s'organiser en se disant comment on va faire. Il faut diminuer la lumière pendant la nuit. On demande même aux populations de diminuer leur consommation d'énergie. Mais si on sabote, parce qu'ici ce n'est pas une question de diminution, si on sabote les installations, l'hiver, les Ukrainiens vont le passer comment? C'est comme si, à côté de cette guerre où il y a des militaires qui s'affrontent, on est en train de vouloir demander aux Ukrainiens de quitter là où ils sont, puisque c'est également une stratégie qu'on voit dans la guerre, ou bien de les mettre dans des conditions tellement difficiles qu'ils vont demander à leur président d'arrêter la guerre parce que finalement, ils ne peuvent plus supporter les conséquences. Donc, il y a plein d'interrogations parce que une des difficultés avec Poutine, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. Il a déjà organisé ses référendums. Bon, il a pu annexer, c'est clair, une partie des territoires. Au départ, les gens se disaient, mais c'était peut-être ça le but. Mais si c'était ça le but, il y a plus de raisons pour que la guerre continue, encore moins qu'on aille bombarder des zones qui, jusqu'à présent même, étaient plutôt épargnées, surtout que ces bombardements s'en sont pris, non pas à des casernes, non pas à des militaires, mais plutôt à des structures qui servent aux populations de façon générale. Alors, on va prendre ce prisme, Mamadou Diouf. Vous avez parlé de stratégie dans la mesure où il faut reconnaître que sur le terrain, les troupes ukrainiennes avancent. Oui, mais il ne faut pas se laisser tromper quand on dit les troupes ukrainiennes avancent. Moi, je regarde ça avec beaucoup de circonspection parce que l'Ukraine, devant la Russie, il ne faut pas qu'on embouche cette trompette des Occidentaux pour faire croire que non, l'armée russe n'est pas capable, je ne sais pas quoi. Ben, si l'armée russe n'est pas capable, qu'est-ce qu'ils attendent eux pour venir mettre fin à cette guerre-là? On les a vus tous se cacher derrière l'Ukraine tout en disant à l'Ukraine de continuer. Et il y a d'autres interrogations qui sont là parce qu'on dit tout le temps Russie-Ukraine. Pour moi, la guerre dépasse l'Ukraine. On a créé cette guerre pour mettre en difficulté la Russie. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui ont créé cette guerre sont en train de se retrouver en difficulté. Il y a eu des manifestations à Bruxelles, il y a eu récemment des manifestations avec un nombre incroyable de personnes en Allemagne. Ça veut dire que bientôt, ce que eux cherchaient par rapport à la Russie, avec les sanctions économiques, en espérant que les populations, l'opinion publique, malheureusement devant Poutine, est-ce qu'il y a une opinion publique, en espérant que cette opinion publique va se soulever contre Poutine, la stratégie est en train de se retourner contre eux. Mais au même moment, en Russie, on n'autorise pas aussi les marches. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on peut parler d'opinion publique? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on peut parler d'opinion publique? Mais de l'autre côté, ça crée le phénomène inverse. Ils sont là en train de vouloir soutenir l'Ukraine. Vous avez aujourd'hui des populations qui commencent à dire, mais attendez, avant d'aller régler les problèmes des Ukrainiens, régler nos problèmes, parce qu'ils commencent eux-mêmes à se retrouver dans des difficultés. Ce qui fait qu'en fait, est-ce que Poutine n'est pas en train d'utiliser la même stratégie
C'est-à-dire, comme vous vouliez m'écraser, moi je vais faire le contraire. Je vais continuer avec la guerre, en faire une guerre d'usure, c'est-à-dire qui va prendre un temps extrêmement long, et vous allez continuer à armer l'Ukraine sans pour autant que l'Ukraine ne puisse gagner la guerre, mais l'argent que vous mettez à la disposition de l'Ukraine, c'est de l'argent que vous prenez du trésor public de façon générale. C'est-à-dire qu'il devait régler d'autres problèmes pour les populations, et aujourd'hui vous avez des gens qui le disent nettement, mais nous sommes là, régler nos problèmes avant d'aller régler les problèmes des Ukrainiens. C'est très compliqué cette crise-là parce que c'est très loin d'être une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les enjeux dépassent la Russie et l'Ukraine. Est-ce que selon vous, les bombardements russes vont continuer? Aujourd'hui, Loukachenko, le président bélarusse aussi, il s'est prononcé, pas forcément aujourd'hui, hein, on l'a vu, il se met complètement dans la danse de Poutine. Oui, mais regardez la position géographique de ce pays. Il va faire quoi? Il est aussi proche de l'Ukraine. Tout à fait. Il va faire quoi? Parce qu'en fait, parfois, certaines prises de position, c'est juste du réalisme politique. Hein. Ce n'est pas de la conviction. C'est juste du réalisme politique. Qu'est-ce que la Biélorussie peut faire par rapport à la Russie? Pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Mais en ce moment, est-ce qu'on ne va pas préférer rester tranquillement chez soi en se disant je suis neutre? C'est une option. Ou bien même se rendre compte que bon, il vaut mieux être du côté carrément de la Russie parce que on va profiter d'un certain nombre de choses. Mais la Russie peut utiliser ce territoire pour faire des bombardements. Mais en retour, ils auront des armes, ils auront un transfert de technologie, ils auront parce que ça ne sera pas quelque chose qui sera gratuit, ça sera du donnant-donnant. Et peut-être que la Biélorussie est actuellement dans cette logique-là. Et la Biélorussie ne risque pas d'être le seul pays. D'autres pays dans la zone s'interrogent parce que quand la guerre est très proche de ton pays, la moindre chose que tu reçois, c'est les réfugiés. Puisque les gens vont quitter le théâtre des opérations pour aller se mettre là où il n'y a pas la guerre. Et généralement, on regarde la frontière la plus proche, on traverse. Et si vous recevez en 2-3 jours, en un mois, 2 millions de personnes, mais quelle que soit la situation de votre pays, vous avez immédiatement un problème en face de vous. Et parfois, les gens font tous ces calculs en se disant, attendez, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, je préfère être réaliste et puis me mettre dans une posture qui me permet d'être tranquille dans mon pays en attendant que la guerre finisse. Les gens n'ont qu'à critiquer, mais après, les choses reviendront à la normale. Alors, Mamadou, est-ce que selon vous, c'est la Biélorussie ou bien c'est Loukachenko, puisqu'on a vu les dernières élections présidentielles et on a vu pourquoi il s'est plus rapproché de Poutine, parce qu'il était critiqué par le monde occidental lié justement à ces récentes élections présidentielles. Mais pas seulement par les critiques du monde occidental. Loukachenko n'est pas un véritable exemple également, hein, parce que c'est vrai que ça ne fait pas du Poutine, mais Loukachenko n'est pas un exemple. Et quand il y a eu les manifestations à un certain moment chez lui, mais Poutine, puisqu'on ne veut pas le dire, mais indirectement, c'est lui a utilisé son ami qui gère ses mercenaires pour venir mater les populations. Ça ne fait pas longtemps. Mais ça veut dire que lui, actuellement, s'il se met dans une logique de conservation du pouvoir, avec l'attitude des Occidentaux par rapport à lui, s'il veut conserver son pouvoir, le réalisme voudrait qu'il s'allie à Poutine. Il y a un qui disait que les Occidentaux l'ont poussé dans les bras de Poutine parce qu'au départ, au début de la guerre, sa position n'était pas sa position actuelle. La position a fortement évolué et elle a évolué en allant plutôt vers ce qui intéresse le président Poutine. Et Loukachenko, en conflit avec les Occidentaux, il a besoin de trouver un allié. Il va aller chercher l'allié où? Bien sûr, ça sera du côté de la Russie avec Poutine. Alors, Mamadou, ces frappes de la Russie en Ukraine, est-ce selon vous un tournant de cette guerre? C'est difficile à dire, comme je disais tout à l'heure, parce que on a vu à un certain moment cette colonne extraordinaire de chars qui prenait la route vers Kiev. Tout le monde disait, mais ça c'est fini parce que... On disait en 24 heures, même l'opération est quitte. Puisque c'était des kilomètres. Mais est-ce qu'ils sont arrivés? Pourquoi ils ne sont pas arrivés? Qu'est-ce qui explique qu'ils ne sont pas partis?
Est-ce qu'on n'est pas dans le même jeu? Poutine qui vient taper, créer encore cette situation, il y a le secrétaire général de l'ONU qui réagit, tout le monde se prononce. Lui, il est en train de préparer autre chose pour nous surprendre à nouveau comme il l'a fait tout le temps. N'oublions pas qu'au début de la guerre, Kiev avait été bombardé fortement. Les populations avaient quitté, allaient en Pologne. Aujourd'hui, ceux qui étaient en Pologne sont revenus à Kiev parce que la guerre n'est plus ce qu'elle était au départ. Bon, est-ce qu'on est dans la même situation? Il va bombarder pendant un temps, arrêter. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine? C'est extrêmement difficile de le dire. Il est le seul à le savoir, comme on dit. Il ne partage déjà pas. C'est pas quelqu'un qui partage l'information. Mais c'est très compliqué de savoir est-ce que c'est un nouveau tournant, est-ce que c'est une nouvelle étape dans la guerre pour le moment. Attendons de voir est-ce que Poutine va continuer avec les bombardements ou bien on va retourner à cette guerre d'usure qu'on a vue pendant plusieurs mois. Une guerre d'usure, cela fait presque ou bien plus de 8 mois, Mamadou, alors qu'on avait prévu quelques semaines. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est en difficulté? C'est Poutine ou bien c'est Volodymyr Zelensky? Tous sont en difficulté. Parce que ce que les gens oublient, c'est que bon, généralement, quand on déclenche la guerre, on regarde ses muscles. Alors que bon, comme le dit l'expression, et l'expression est fort vérifiée, on sait quand on la commence, mais on ne sait pas quand on la termine. Quand Poutine commençait la guerre avec l'Ukraine, si on regarde les forces en présence, effectivement, si Poutine l'avait voulu, en un mois maximum, on aurait pu ne plus parler de l'Ukraine, puisqu'on n'oublie pas que l'Ukraine faisait partie de l'URSS, l'Ukraine pourrait rentrer et faire partie désormais de la Russie. Et au départ, beaucoup de gens pensaient que c'était ça l'objectif de Poutine, puisque l'Ukraine a de tout le temps été le grenier de l'ex-puissance soviétique, l'URSS. Mais finalement, ce n'est pas ce que l'on voit. En fait, on se pose énormément de questions sur la stratégie de Poutine. Énormément de questions. Maintenant, la situation a changé. Au départ, les Occidentaux donnaient des gilets pare-balles, des casques. On refusait de donner des armes en craignant que Poutine ne te considère comme quelqu'un qui est allié à son ennemi, donc qui est automatiquement un ennemi, puisqu'il avait tenu un discours très clair en disant qu'il est prêt à tout si des gens s'en prennent à la Russie. Mais aujourd'hui, si l'Ukraine parvient à reprendre certains de ces territoires à la Russie, mais c'est qu'il y a une aide massive, non plus en casque, en gilet pare-balles, mais en missiles anti-chars, même d'un point de vue aérien, ce que les gens n'avaient pas voulu faire pendant fort longtemps en craignant la réaction de Poutine. Les gens commencent aujourd'hui à aider l'Ukraine à pouvoir avoir une force de frappe sur le plan aérien. Et ça se voit sur le terrain parce que ça produit un résultat qui n'était pas là au départ parce que les forces en présence étaient particulièrement déséquilibrées, bien sûr, en faveur de la Russie. Est-ce que cela explique aujourd'hui, ou bien cela veut dire que les gens sont prêts à tout? Je ne crois pas. Si les gens étaient prêts à tout, il faut pourquoi pas perdre tout ce temps-là? Il faut commencer par là où on va terminer. Ça permet à la guerre de finir très vite, si on peut la finir, parce que c'est très compliqué d'arrêter une guerre. On en parle facilement, mais sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand vous regardez l'attitude des gens, on a tellement fait de sanctions actuellement économiques et autres par rapport à la Russie. Il reste quoi comme sanctions à faire maintenant? On est en train encore de choisir des personnes après les bombardements, d'ajouter le nombre de personnes à qui on interdit d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, les personnes dont les comptes bancaires sont bloqués, etc. Ça agit comment sur cette guerre-là? Ça n'agit pas véritablement sur le théâtre des opérations en tant que tel. Et tout le monde entend le discours de Zelensky depuis fort longtemps. Lui, ce qu'il demande, c'est clair. Il n'a pas dit aux Américains, venez vous battre à nos places. Il n'a pas dit aux Français de venir se battre à leur place. Il demande des armes et jusqu'à présent, on ne lui a pas donné les armes qu'il demande. On donne des armes en se posant la question, quelle sera la réaction de la Russie si je donne tel type d'armes? Et ça fait qu'effectivement, il y a une aide sur le plan financier, il y a une aide sur le plan militaire, mais l'aide n'est pas à la mesure de l'attente du président Zelensky, qui a plusieurs fois pris la parole devant même les parlements de ces pays pour susciter l'opinion publique à devoir soutenir qu'on participe à un réarmement de l'Ukraine,
puisque lui, il est convaincu que les Ukrainiens peuvent se défendre s'ils ont les armes qu'il faut. Selon vous, les bombardements vont continuer ou bien c'est un avertissement de Poutine? Difficile de dire si ça va continuer ou pas. Mais les deux solutions peuvent être envisagées. Poutine peut continuer les bombardements parce qu'il a déjà bombardé depuis plus de 8 mois. Personne n'est venu l'empêcher de bombarder. Je parlais tout à l'heure de ce que Zelensky demandait. À un certain moment, il avait demandé que les gens, puisqu'ils ont les avions qu'il faut, qu'ils viennent occuper l'espace aérien de l'Ukraine pour empêcher à la Russie de bombarder. Ça a été fait en Libye, avec Kadhafi. Et pourquoi on ne le fait pas en Ukraine? C'est une méthode qui est très bien connue pour empêcher aux Russes de pouvoir bombarder, mais ce n'est pas fait. Et il avait demandé très tôt, quand la guerre avait commencé, parce qu'il savait que sur le plan aérien, l'Ukraine n'allait pas peser lourd par rapport à la Russie, mais il n'y a jamais eu cet espace aérien protégé par les autres puissances. Poutine peut arrêter de bombarder également, parce que si c'est juste la réponse par rapport au pont qui a été saboté qu'il voulait, je crois qu'il a suffisamment saboté lui aussi un certain nombre d'infrastructures. Il doit pouvoir s'arrêter si c'était ça seulement la réponse. Mais comme je l'ai dit, difficile de savoir. Je ne suis même pas sûr que les Russes eux-mêmes, même une partie de l'armée, même les soldats qui sont sur le terrain, savent véritablement qu'est-ce que Poutine cherche actuellement, puisque quand vous écoutez les spécialistes sur les questions militaires, mais les gens se perdent dans la stratégie que Poutine est en train d'être utilisée. Des fois, il remplace souvent des chefs de commandement. Comment vous expliquez aussi cela? Ben, les gens se disent que ceux qui sont sur le terrain, généralement, c'est ceux qui sont susceptibles de contester la stratégie utilisée. Ceux qui sont sur le terrain ont peut-être envie que la guerre finisse et qu'ils rentrent chez eux. Ils ont des familles, ils ont autre chose à faire que d'être sur le champ de bataille pendant 9 mois. Et les militaires, c'est vrai que de façon générale, ils ne se révoltent pas comme on le voit avec les civils par des grèves et autres, mais ils savent contester. On l'a vu avec le Burkina tout récemment, c'est ceux qui étaient sur le terrain qui contestaient la stratégie, même quand le Burkina a été dirigé par Roch, c'est les mêmes également qui ont contesté la stratégie, même quand le Burkina a été dirigé par un militaire, ce qui veut dire que si Poutine se rend compte que ces gens-là ne sont pas d'accord avec sa stratégie, pour ne pas avoir des gens sur le terrain qui ne font pas ce que lui il veut, il peut tout simplement les remplacer. Frappe massive de la Russie en Ukraine, un tournant, ou bien le tournant de la guerre. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Comme de coutume, Mamadou Diouf. Allez, on marque la petite pause et derrière on reçoit notre invité.